c'est l'urbanisme post-Covid. Donc, comme l'a évoqué notre président, est-ce que c'est un sujet d'actualité ou peut-être un sujet d'anticipation vu le contexte actuel de la pandémie? Voilà, on ne sait pas encore exactement. Mais bon, à l'agence, on a déjà entamé la réflexion sur le sujet dès le premier confinement, ce qui nous avait permis à l'époque avec Laurent de réaliser notre premier webinaire en juin 2020. Qui finalement avait été le premier d'une longue série. Le sujet alors était de voir comment la pandémie de Covid, le confinement, avait modifié notre rapport à notre logement, notre environnement proche, mais voir aussi à notre travail, à notre manière de consommer, nos aspirations et nos besoins fondamentaux. Donc, ce travail était à l'époque issu d'une veille presse qui avait été alimentée par de nombreux collègues de l'agence durant le confinement. Mais finalement, où est-ce qu'on en est du monde d'après qui nous avait été promis en 2020? C'est vraiment avec ces éléments en tête qu'on a souhaité fin 2021 donc faire appel à un groupe d'étudiants de l'IAU-GL, je n'oublie pas le G, pour tenter finalement d'objectiver la réalité ou non des changements qui nous avaient été annoncés en 2020. L'idée, c'était vraiment d'envisager les conséquences à moyen et long terme de la pandémie sur la manière de concevoir et d'aménager les villes et les territoires, en incluant les notions de bien-être, d'acceptabilité, de densité perçue qualitative, etc. Donc cet atelier, ça a été dit, a été piloté en interne à l'agence par moi-même et Laurent Renavant et encadré du côté universitaire par Magali Francôme. Pardon. Donc les travaux qui vont vous être présentés juste après moi sont des travaux d'étudiants. Donc je vous remercie par avance de votre bienveillance, même si clairement je ne doute pas de la qualité du travail qui a été réalisé dans un temps qui est contraint, hein, vu que c'est un atelier qui finalement en grande partie se déroule en parallèle et également des cours des étudiants. Et donc ça va vous permettre voilà, de voir une matière très riche, matière qui a bien pour objet d'alimenter les réflexions et les projets menés en matière d'urbanisme durable et tenter de répondre aux aspirations des habitants en matière de bien-être et de qualité de vie. Donc ça, ce qui va vous être présenté, c'est vraiment voilà, l'idée d'alimenter la réflexion. Franck a évoqué aussi le fait qu'il y avait un exemple d'aménagement qui a été pris sur la commune de Capelle-la-Grande. Mais voilà, c'est vraiment une réflexion des étudiants sur l'idéal de ce qui pourrait être fait par rapport à leurs travaux. Donc, je vais maintenant laisser la place donc, aux étudiants, à mesdames Payet, Splingard et Weber et à messieurs Desgardins et Liétard qui vont donc vous présenter leurs travaux. Merci Sandrine. Alors, le temps est partagé le diaporama. Et voici. Du coup, on peut déjà commencer par vous remercier, Monsieur Renavant et Madame Sandrine Babonneau, pour nous avoir introduits. Donc, pour nous présenter rapidement, donc on est tous les 5 dans 3 parcours différents. Donc, Camille et moi, nous sommes en environnement et ville durable. Océane et Loïc sont en construction, aménagement durable et design. Et Nathan est en mobilité durable. Donc, les 3 parcours nous ont aidés à avoir une approche assez globale sur l'urbanisme et sur l'urbanisme post-Covid. Donc, je vais commencer par vous présenter donc, un poster qui est en fait la synthèse de nos recherches théoriques. Et donc, la première chose à savoir sur ce poster, c'est qu'on s'est limité à 6 thématiques. Donc, les 5 premières sont la santé, l'environnement, la densité, la mobilité et les modes de vie. Et ensuite, on en a ajouté une 6e, l'économie, pour pouvoir y inclure tout ce qui est commerce, modalités de travail et marché de l'emploi. Donc, les 6 ont été concertés avec Sandrine et Laurent. Ensuite, on a ajouté un nouveau niveau d'analyse. Donc, chaque affirmation qu'on a eue, que ce soit par nos recherches théoriques ou par les entretiens, on les a triées en 3 catégories. Donc, soit qu'elles soient nouvelles avec la pandémie, qu'elles aient été accélérées ou qu'elles n'aient pas changé avec la pandémie. Donc, je vais pouvoir vous présenter le premier enjeu qu'on a relevé de l'urbanisme post-Covid. Donc, c'est un nouveau rapport à la nature. Donc là, pour cet enjeu, les 3 affirmations sont accélérées avec la pandémie. Donc, il y a la prise de conscience de l'impact de l'homme sur l'environnement, donc notamment avec le contact avec des espèces potentiellement porteuses de virus et les inquiétudes qu'il y a pu y avoir au début de l'épidémie. Ensuite, le second, c'est le manque de relation homme-nature et la nécessité d'accéder à des espaces verts et naturels pour la santé et le bien-être. Donc là, ces 2 derniers ont plutôt été accélérés
pendant le confinement et le manque de nature, donc notamment pour les personnes qui habitaient en appartement et à plus d'1 kilomètre d'un espace vert. Le deuxième enjeu est la généralisation de l'enjeu de santé. Donc là, les 2 premières affirmations sont nouvelles avec la pandémie. Donc c'est la généralisation de la prévention et de l'action préventive et c'est les conditions de vie comme étant déterminantes pour la santé. Donc là, on pense notamment, au confinement et au fait que les gens étaient enfermés, dans leur logement avec des nouvelles conditions de travail et avec le huis clos familial. Et enfin, dans la généralisation de l'enjeu de santé, il y a, la mise en œuvre de politiques urbaines en lien avec la santé. Donc on pense surtout au plan vélo. Enfin, le troisième enjeu est d'avoir plus de qualité dans les espaces publics. Donc cet enjeu a été accentué avec le confinement et avec les restrictions d'accès, aux espaces publics. Donc il y a eu d'abord, une accélération du besoin de proximité immédiate en espace vert, donc surtout, vraiment à proximité, du lieu de vie ou du logement. Ensuite, il y a eu un intérêt accru pour, l'urbanisme tactique et transitoire au service, de l'appropriation des habitants de leur quartier. Donc là, on pense, surtout, par exemple aux pistes cyclables ou aux coronapistes. Et enfin, il y a eu la nécessité de rendre acceptable la densité. Donc là, c'était déjà présent avant, l'épidémie. Ça s'est juste accéléré et ça passe notamment, par, des espaces verts ou alors, tout ce qui va être pistes cyclables et cetera. Donc ces 3 points relevés jouent, un rôle, déterminant pour la question de la santé et de l'environnement, des modes de vie et de la densité. Et je laisse la parole à Océane pour vous présenter les 5 autres enjeux. Oui. Alors, cette question de densité qui a été abordée par Léa, elle vient vraiment soulever l'enjeu autour des modes d'habitat qui sont désirés mais pas durables. Parce qu'on a toujours encore aujourd'hui cette volonté de logement pavillonnaire, individuel, qui subsiste aujourd'hui. Et d'autant plus avec ce boom du télétravail auquel on fait face aujourd'hui. En parallèle, on a aussi cru assister à une fuite des métropoles, parce que c'est vrai que pendant le confinement, beaucoup de ménages qui en avaient les capacités professionnelles et financières se sont permises de s'éloigner des grands centres-villes pour le milieu rural, ou en tout cas hors des villes. Et aujourd'hui, avec la levée des restrictions, on voit très rapidement que ces personnes-là sont envie de retourner dans les centres. Et ça montre encore une fois que cette tendance autour de la fuite des métropoles, elle n'a pas réellement existé, ou du moins elle n'a été que éphémère. En parallèle aussi, si certaines personnes ont eu cette possibilité de vivre, de télétravailler du moins dans un milieu plus confortable, cela n'a pas été le cas de tout le monde. Et c'est ce qui a aussi accéléré cette volonté d'un logement plus grand et qui aujourd'hui remet en question nos modes d'habitat actuels. Donc ça nous permet de rebondir sur notre 5e enjeu, parce que c'est vrai que la pandémie a été révélatrice d'inégalités, notamment en ce qui concerne encore une fois le logement, parce que c'est vrai que beaucoup de familles se sont confrontées entre le télétravail d'une part et l'école à la maison, qui a vraiment accentué donc, le problème de promiscuité et de manque d'espace dans le logement, et qui montre encore une fois la faible adaptabilité de nos habitations. D'autres inégalités ont pu être aussi relevées, notamment l'inégalité d'accès aux aménités, au numérique, mais aussi aux soins. Alors, le 6e enjeu, il concerne donc l'impact des nuisances sur la qualité de vie, parce que c'est vrai qu'avec le confinement, l'enfermement, l'arrêt brutal de toutes les activités, on s'est vite rendu compte de l'impact des nuisances sur la qualité de vie. Et c'est ce qui a aussi accentué cette moindre acceptabilité des nuisances sonores, avec par exemple l'exemple de la voiture. Et c'est ce qui a aussi affirmé ce droit à un environnement sain, mais aussi cette incidence que peuvent avoir les nuisances sur la santé, mais aussi le bien-être. D'un point de vue économique, on a aussi relevé un autre enjeu. La crise sanitaire a vraiment impacté notre économie. D'ailleurs, avec la massification du télétravail, beaucoup d'entreprises ont dû forcément s'adapter, se renouveler vis-à-vis de cette nouvelle tendance. Et en parallèle, on a aussi vu qu'il y avait eu une volonté de relocalisation des activités, mais aussi de réindustrialisation. Et cela, c'est aussi fait parce que la France a vraiment été confrontée à cette urgence de se réinvestir dans ces secteurs-là quand elle s'est retrouvée avec les pénuries de masques, le manque de matériel de santé, qui a vraiment montré l'enjeu autour de ces activités-là. Et cela est d'autant plus vrai aujourd'hui avec ce qui se passe avec la guerre en Ukraine. On voit vraiment que le commerce international va vraiment être encore une fois modifié.
Et c'est ce qui, encore une fois, met en avant l'enjeu autour de notre système économique. Malgré cette volonté donc, de se relocaliser, il y a aussi ce peu de remise en question de notre société de consommation. Malgré que pendant le confinement, on a assisté à une hausse de la consommation locale, le retour à la normale a très vite repris le dessus. Et on constate quand même un certain paradoxe entre cette volonté de consommer local et de circuits courts, et l'autre, c'est ce e-commerce. Il y a vraiment une hausse du e-commerce et de l'achat en ligne qui ont vraiment pris le dessus sur nos modes de consommation. On l'a vu avec le click and collect, les drives, les services à domicile. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est une tendance qui tend à s'accélérer, certes, mais qui va aussi certainement s'ancrer durablement dans nos pratiques. Donc, cette synthèse de recherche, elle permet vraiment de mettre en avant les différents enjeux autour de l'urbanisme post-Covid. Et aujourd'hui, donc dans un second temps, on aimerait bien montrer à une échelle plus locale ce qui est des retours qu'on a pu avoir vis-à-vis des entretiens qu'on a pu avoir avec les différents élus et les acteurs du territoire. Et ça permettra donc tout simplement de croiser cette synthèse théorique avec les enjeux du territoire de Dunkerque, entre autres. Et c'est ce qui, du coup, fait l'objet de cette seconde partie qui sera abordée par Camille. Donc, pour ces entretiens, nous avons contacté 9 structures, donc les 4 collectivités du périmètre de l'Agure, la région, l'ARS, l'espace santé littoral, VIGS et l'Agure. Donc, ce sont 22 personnes qui ont été contactées, 9 élus et 13 techniciens qui sont spécialisés dans les thématiques que nous avons pu étudier. En tout, nous avons pu en rencontrer 13. Et ce qui est sorti de ces entretiens, c'est que dans l'ensemble, la pandémie n'a pas fait émerger une nouvelle problématique, mais est venue plutôt conforter des politiques qui étaient déjà en place dans les collectivités rencontrées. Et pour répondre du coup aux enjeux sanitaires et environnementaux des communes, 3 sujets revenaient à chaque entretien: les espaces publics, les mobilités actives et la consommation. Donc pour les espaces publics, avec l'expérience du confinement et des restrictions de déplacement, c'est venu modifier les attentes et les perceptions des habitants sur les espaces publics. Aujourd'hui, ces habitants veulent des espaces publics de meilleure qualité, où l'on se sent bien, où l'on peut se promener et aussi, surtout, où il y a plus de nature. Cette pandémie a permis également de montrer que ces espaces publics ne se limitent pas aux places et aux parcs, mais que les trottoirs et les rues peuvent être mieux aménagés pour qu'ils soient plus attractifs et plus agréables. Elle a montré également que les villes sont formatées pour la voiture, créant ainsi des nuisances et de la pollution. Les communes du territoire ont pu observer et réfléchir à de nouveaux aménagements, comme par exemple des boucles pédestres, la restriction de certaines rues aux véhicules motorisés, ou encore la piétonisation de centres, comme c'était déjà le cas à Dunkerque avec la place Jean Bart. D'autres aménagements existent pour rendre ces espaces plus agréables et pour répondre aux enjeux sanitaires et environnementaux, comme par exemple les rues aux écoles qui se développent actuellement en France. En deuxième point, donc, nous avons les mobilités actives. Donc, avec la pandémie, on a vu une augmentation du nombre de cyclistes, ce qui implique de développer des itinéraires cyclables plus sécurisés et attractifs. Sur votre territoire, donc, il y a déjà de nombreux aménagements qui étaient en place ou en cours de réflexion avant la pandémie. Dans les milieux ruraux, on retrouvait l'achat ou la location de vélos, des stations pour justement le stationnement des vélos ou les gonflages de pneus, et des itinéraires de promenade avec le réseau Point Nœud, qui est un système de fléchage et de maillage par numéro. Dans les milieux plus urbains, il y a mis à disposition des box individuelles ou des abris collectifs et des pistes cyclables en liaison avec les voies cyclables européennes. La réflexion porte également sur du coup, la transformation de rues en voies partagées ou en réduction de vitesse pour les véhicules motorisés. Donc, en ce qui concerne les mobilités actives, les collectivités et les communes étaient déjà très engagées dans des politiques cyclables avant la pandémie. Le dernier point sont la consommation locale. Donc là, comme a été dit du coup par Océane, c'est qu'avec le confinement, on a vu du coup des changements d'habitude, avec une hausse de l'achat local, mais également de l'achat en ligne, et avec la reprise d'activité, les reprises des habitudes. Les prévisions actuelles indiquent une hausse des achats sur le net, mais celui-ci peut poser des problèmes déjà du coup d'étalement urbain avec les entrepôts de stockage et de gestion flux avec les livraisons. Toutefois, on observe beaucoup d'initiatives sur votre territoire pour rapprocher les producteurs et les consommateurs. Donc,
Pour les communes qui sont plutôt rurales, on retrouve des distributeurs alimentaires qui sont ouverts 24 heures sur 24 et qui proposent des produits locaux. Ils ont l'avantage d'être modulables et ont tendance à se développer. Pour les villes, on a des espaces plus grands qui sont également dédiés donc, aux circuits courts et aux producteurs locaux, comme le projet de la halle alimentaire à Dunkerque. En plus, avec la génération du numérique, vous avez pu proposer des sites ou des applications qui permettaient d'avoir un modèle hybride alliant le local et le e-commerce. Sur ce sujet de la consommation, il est difficile à l'heure actuelle de savoir si les tendances observées vont perdurer ou non. Donc, suite à ces recherches théoriques et ces retours d'entretien, nous avons travaillé sur une proposition d'aménagement fictive qui pourrait donner des pistes de réponse aux enjeux soulevés. Et du coup, je vais laisser Loïc et Nathan vous la présenter. Alors, cette dernière partie donc, est fictive, pour rappel. Donc, alors, communiqué par l'AGUR, le terrain se situe à Capelle-la-Grande, donc commune d'environ 8000 habitants au sud de Dunkerque. Le site se situe au niveau de la Cité des Cheminots, qui normalement devrait apparaître sur la gauche. C'est un site historique de la commune. Du diagnostic, nous avons ressorti qu'aujourd'hui, la commune, elle gravite autour de son centre-ville. Et donc, c'est une bonne chose, mais elle pourrait réfléchir à peut-être une micro-centralité autour du complexe Albert d'Anvers, le complexe Albert d'Anvers qui est juste ici, pour pouvoir proposer une cité des cheminots vivante et agréable à vivre comme ça pouvait l'être autrefois lorsque le quartier a été créé. La position du site est intéressante. Au sud, on a le reste de la cité des cheminots, mais le site est relativement enclavé en fait. Au nord, on a l'usine Le Sieur. À l'est, les voies ferrées, et à l'ouest, des terres agricoles et le futur projet du Melcop. Pour éviter l'enclavement, relier ce site aux autres quartiers par des voies douces pourrait être intéressant. Et enfin, l'environnement du site est à conserver. Aujourd'hui, le site présente déjà des zones boisées et des alignements d'arbres. Donc, en fait, conserver ces zones permettrait de proposer un cadre de vie de qualité, tout en limitant les coûts d'aménagement, puisque les arbres ne seraient pas à acheter et à planter. Donc, la proposition d'aménagement qui en résulte c'est un quartier vivant d'environ une centaine de logements. Donc, ce serait environ une centaine de logements accompagnés d'une centralité autour du complexe Albert d'Anvers, donc par sa rénovation et l'implantation d'un tiers-lieu dont va vous parler Nathan. On a aussi la proposition d'extraire l'automobile du site sur un parking extérieur pour limiter son impact visuel sur le quartier. Et enfin, nous proposons d'envisager, nous pensons qu'il serait intéressant d'envisager la réhabilitation du complexe scolaire qui se situe juste ici, puisque aujourd'hui, on a une cité des cheminots qui est relativement monofonctionnelle, résidentielle, bon, avec ce complexe Albert d'Anvers et un commerce. Mais à côté, il y a aussi la ZAC du Centre, qui est un projet, la ZAC du Centre et le projet Melcop, en fait, qui sont deux projets relativement résidentiels. Donc, réhabiliter ce complexe scolaire permettrait d'accueillir les enfants des quartiers environnants. Et donc, je vais commencer par 2 points et Nathan va vous présenter ensuite 3 points importants du projet. Donc, pour commencer, la morphologie urbaine. Donc, elle a été pensée pour mieux faire accepter la densité, puisque la densité, en fait, ça ne doit pas uniquement être vue comme une notion qui effraie et ce n'est pas uniquement un chiffre. Aujourd'hui, on peut effectivement réduire la taille des parcelles pour proposer des quartiers plus denses, mais un quartier pavillonnaire avec des parcelles plus petites reste un quartier pavillonnaire, en fait. Donc, visuellement, l'espace public n'est pas agréable. On reste sur de l'espace public pour la voiture et des maisons au milieu de leur terrain. Donc, on a pour cela, pour se guider au niveau d'une référence, au niveau de la densité, on a pris 2 références. Donc, la Cité d'électriciens à Bray-la-Bussière et Cuville, qui est un projet à Essen. Donc, c'est 2 références qui nous semblaient intéressantes au niveau de leur morphologie, parce qu'on est sur des bâtiments R+1, R+3 maximum, qui sont relativement denses et proposent des aménagements publics de qualité, puisque sur les 2 projets, donc ici sur un parking extérieur et sur Cuville, c'est un parking en souterrain, la voiture est extraite du site, ce qui permet de dégager des espaces publics de qualité. Et donc cela pourrait ressembler
à ceci. Donc un quartier relativement dense avec des formes urbaines intéressantes que les habitants pourront s'approprier. Et en fait, réfléchir à la densité, ça permet de proposer des espaces verts de qualité tout autour. Donc en fait, en faisant un quartier relativement dense, donc en concentrant la centaine de logements au centre, on a, nous, pu imaginer dégager 5 hectares d'espace vert. Donc ceux-ci ont été imaginés sous un gradient, de l'espace vert anthropique à l'espace vert du tiers paysage, donc le délaissé naturel. Et pour les décrire de façon très brève, il y a les cocons. Donc en fait, ce sont des espaces qui servent à la biodiversité pour se fixer et qui prennent place soit sur des zones déjà boisées ou alors des zones à conforter. C'est des espaces qui ne nécessitent pas d'entretien parce qu'ils sont laissés en autogestion entre guillemets. Il y a ensuite les paysages du Watergang. Le site est entouré de 2 watergangs qui passent sur les deux côtés du site. Donc leur mise en valeur paysagère permettrait de accentuer leur intérêt peut-être au vu des habitants, parce qu'un watergang, ça ressemble relativement à un fossé. Donc leur mise en valeur permettrait peut-être aux habitants de mieux les apprécier. Il y a ensuite les espaces du quotidien. Donc ceux-là, ils sont principalement autour des habitations et autour des voiries. Ce sont des espaces qui peuvent être variables et permettent aux habitants de s'approprier leur territoire. On peut imaginer les enfants y jouer ou les habitants installer d'eux-mêmes un potager communautaire pour participer tous ensemble. Et enfin, le dernier espace, c'est l'anthroparc, qui est autour du tiers-lieu du complexe Albert d'Anvers et qui sert quant à lui à des activités beaucoup plus entreprises. Donc, on peut imaginer des aires de jeu pour les enfants ou encore l'extension des activités sportives du complexe Albert d'Anvers en extérieur. Le but de ces espaces, en fait, c'est pas uniquement de proposer des espaces verts, mais véritablement proposer des espaces verts qui proposent différentes ambiances pour que tous les habitants puissent se retrouver et trouver leur espace et pour pouvoir se l'approprier. Donc, je vais laisser Nathan vous parler des 3 derniers points importants du projet. Donc, on va parler des espaces de convivialité, avec le premier rang duquel le tiers-lieu. Donc, il est pensé comme un espace qui est physique, qui est multimodal et multifonctionnel, qui peut permettre d'accueillir différentes activités. Donc, ça peut être du coworking, une salle de service public ou encore une épicerie. Et ça permet de changer d'activité au cours des événements. Donc, ça peut aussi bien être une salle de télétravail la semaine, une guinguette le week-end lors d'un événement sportif, ou encore ça peut être une salle supplémentaire pour des activités associatives. Donc, c'est un lieu qui est prévu pour créer du lien social, donc avec les activités qu'il accueille en son sein, mais aussi avec les 2 places publiques. Donc, la plus grande qui se trouve devant le tiers-lieu, qui est pensée pour accueillir des événements ponctuels, comme du commerce itinérant, des marchés, des concerts. La deuxième, plus petite, qui est enfermée entre le tiers-lieu, le complexe sportif et la végétation, qui est pensée plus intimiste. Et en fait, le but, c'est de proposer différentes ambiances pour que les habitants puissent venir au gré de leurs envies. Et ça a participé donc du coup à créer du lien social, mais aussi à intégrer le concept de design actif dans le projet. Donc le design actif, ça va être de créer la surprise pour inviter les gens à venir se mouvoir sur le site. En fait, donc ça va poursuivre l'objectif de 2 objectifs. Enfin, ça va poursuivre la réalisation de 2 objectifs. D'abord l'enjeu sanitaire, enfin l'objectif sanitaire, ça va être de faire se déplacer les gens, donc les faire marcher, les faire prendre leur vélo, pour leur faire pratiquer du sport sans qu'ils s'en rendent compte, ce qui va participer à l'amélioration de leur santé physique, mais aussi mentale. Et aussi l'enjeu de développer des espaces publics de qualité pour améliorer le cadre de vie, tout simplement. Donc, c'est des objectifs qui ne se limitent pas uniquement sur le site du tiers-lieu, mais qui sont aussi à l'échelle du projet. Donc, on peut passer à la diapo. Donc, aussi à l'échelle du projet, on sait qu'aujourd'hui, il est difficile de faire un projet urbain sans voiture. Nous, on a quand même essayé d'en limiter un maximum la présence sur le site. Donc, pour répondre à plusieurs enjeux, l'enjeu environnemental, on l'a dit, l'enjeu sanitaire et l'enjeu du cadre de vie avec la limitation des nuisances. Donc, en fait, les habitants pourraient toujours aller à leur domicile en véhicule pour déposer leurs enfants, leurs courses ou encore des charges lourdes. Mais par contre, le stationnement, il serait uniquement sur le parking à l'entrée du site grâce à l'élargissement du parking qui est déjà existant devant la salle de sport. Et en fait, ce système permet aussi de garder une voirie adéquate pour faire passer les véhicules de service, donc les éboueurs, les pompiers, la police. Tout ça, ça va permettre, en fait, le fait d'extérioriser le stationnement des véhicules, ça va permettre de libérer de l'espace pour les enfants et les habitants qui puissent investir les rues. Ça va permettre de limiter la pollution, notamment la pollution au dioxyde de carbone et aux particules fines. Ça doit se permettre de libérer des espaces
sûrs et agréables pour la pratique des mobilités douces, donc la marche et le vélo notamment. Et ça va enfin dégager de l'espace pour pouvoir végétaliser l'espace public en général. Voilà, des zones de végétalisation et de voies douces. Et donc pour conclure plus généralement sur notre travail, on a vu qu'avec la pandémie, il y avait différents enjeux qui étaient apparus. Des enjeux qui étaient accélérés, qui étaient nouveaux et d'autres qui n'avaient pas changé. Donc même si ces enjeux peuvent paraître nouveaux, ce pas des enjeux qui le sont fondamentalement. Ils émanent plus d'une prise de conscience de la population pendant la pandémie et surtout pendant les périodes de restrictions sanitaires. Donc ces enjeux, en fait, ils sont extrêmement différents, mais ils sont très liés entre eux. Et c'est ce qu'on a voulu vous montrer dans le projet qu'on a réalisé, même s'il est fictif. C'est qu'en activant un levier, on peut en activer d'autres. Par exemple, la densité, c'est le fait de revenir à des formes plus anciennes, mais qui sont plus denses que du pavillonnaire, mais bien moins denses qu'un parc de logement social des années 60-70. Et en gardant ce principe de densifier plus une partie du site, ça peut dégager de l'espace pour végétaliser l'espace public, et des parcs et des espaces naturels. Et même si ça peut paraître une mesure qui est essentiellement environnementale, on se rend compte qu'en fait, c'est une mesure qui va aussi agir sur la santé, sur l'environnement et sur le cadre de vie et l'espace public. Donc, c'est comme pour la limitation des nuisances, en extériorisant le trafic automobile, ça permet de gagner en cadre de vie, en santé et en environnement. Enfin, on l'a vu, du coup, pour accompagner le commerce local, les collectivités doivent investir dans des lieux d'accueil pour ces activités. On l'a vu donc du coup pour le commerce local, pour le milieu associatif, mais aussi dans le cas de l'individu avec les espaces de télétravail. Et enfin, on doit arrêter de penser nos territoires comme des territoires qui sont monofonctionnels, parce qu'aujourd'hui, un quartier ou un village, ça peut plus être exclusivement du résidentiel. Les habitants, ils demandent plus d'espace public de qualité autour de chez eux parce qu'ils ont envie de vivre autour de chez eux. Et en plus, vivre autour de chez soi, c'est quelque chose qui va permettre d'être moins dépendant de sa voiture personnelle et donc de réduire l'impact environnemental et sanitaire qui pèse sur nos territoires. Donc, voilà, je vais maintenant laisser la parole à Mme Tancom, qui est notre tutrice universitaire, que j'ai accompagnée pendant ce atelier. Alors, je vais anticiper, je les remercie au nom de tout le monde parce que ce n'est pas un exercice facile. Donc, merci. Alors, moi, je me présente, effectivement, je suis Magali Francom, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lille. À ce titre, je suis référente pédagogique à l'Institut d'aménagement, d'urbanisme et de géographie de Lille, d'où le G. Et également chercheur au laboratoire TVES sur des questions liées à la biodiversité et à l'aménagement d'espaces de nature. Et donc, on m'a proposé d'encadrer ce groupe. Alors, il y a des encadrements plus ou moins faciles. Celui-ci, j'avoue qu'on a eu la chance d'avoir des étudiants tout à fait intéressants et dynamiques. Mais ça n'aurait pas été possible sans la confiance que vous nous avez accordée, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Encore une fois, j'ai d'ailleurs envie de dire, parce que ce n'est pas notre première collaboration, mais également sans l'encadrement et le suivi de Sandrine Babonneau et de Laurent Renavon, que je remercie vraiment de tout cœur. Et je remercie également toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour répondre aux étudiants, parce que c'est voilà, on vit une période particulière. Certes, le télétravail, on l'a vu, nous permet des prouesses techniques, qui permet d'être là, même en cas de faiblesse ou en cas de réunion qui se chevauchent. Mais ça a justement d'autres complexités, c'est-à-dire qu'on a maintenant des emplois du temps qui se chevauchent tout le temps. Et donc, ces personnes ont donné de leur temps et je tenais vraiment à les remercier parce qu'on sait que ce n'est pas évident. Merci également à la GUR pour l'opportunité donnée de cet exercice. On a à cœur de proposer des formations à l'Université de Lille qui s'appuient sur une expérience de pratique. Donc, nous, on a une formation à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme qui concerne 200 étudiants sur 2 ans et donc sur laquelle nous souhaitons effectivement offrir du terrain et de la pratique de terrain et notamment en lien avec leur métier. Et donc, c'est possible grâce justement à ce partenariat. Donc, je vous remercie encore une fois. J'ai envie de vous dire, je vais laisser la parole justement à la salle qui est devant moi et la salle derrière moi pour pouvoir peut-être interroger sur certains points du projet et des thématiques qui ont été abordées. C'est une thématique qui n'est pas évidente. Ils ont dû faire face à des concepts qui sont des fois un peu fluctuants, flous. Et on l'a dit, d'actualité, même comme dit Sandrine, d'anticipation, on ne sait pas encore vraiment. Mais en tout cas, on le vit tous dans notre quotidien et donc ça interpelle aussi notre quotidien. Donc en tout cas, je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. Donc, merci pour les différentes interventions. Donc, effectivement, on va passer à notre deuxième séquence.